que je pense qu'on va partir ça tranquillement, pas vite. Alors, bon matin à tous. Mon nom est Hélène Latulippe. Je suis directrice générale au Conseil économique de Beauce. Merci de votre patience. Ce matin, on a eu quelques petits problèmes techniques. Donc, malgré le fait qu'on ne peut pas se voir en présence, nous sommes très heureux de constater qu'une soixantaine de participants étaient inscrits. Là, je pense qu'on va les voir se joindre dans les prochaines minutes. Qui étaient présents pour notre rendez-vous virtuel de ce matin. Avant de débuter le webinaire, j'aimerais en profiter pour remercier les partenaires du CEB, qui sont la financière Sun Life, TELUS, la MRC de Beauce-Sartiguan, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ainsi que nos partenaires de nos activités déjeuner webinaires qui sont Bernier Baudry et la firme Robic. Alors, merci beaucoup de votre soutien à notre organisation. Aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui fait suite à un sondage que le Conseil économique de Beauce a fait cet été auprès de 75 industries manufacturières de son territoire. Et les résultats nous avaient dévoilé que le secteur métallique était en baisse. Alors, on a voulu donner un peu d'informations sur ce qui s'en venait, sur les perspectives aux entreprises de ce secteur-là, qui est un secteur quand même assez fort sur notre territoire en Beauce. Alors, on s'est adressé au réseau de la transformation métallique, qui est représenté aujourd'hui par Mme Maryse Camiri, qui va nous présenter son organisation en début de webinaire. Et Mme Camiri sera suivie de 3 conférenciers avec qui elle a travaillé dans la dernière année pour la réalisation d'une étude qu'ils vont nous présenter, ainsi que les perspectives du secteur métallique. Alors, je vous présente rapidement nos 3 conférenciers de ce matin. D'abord, M. Louis Duhamel, de la firme Deloitte, est un stratège d'affaires expert de l'industrie manufacturière pour la mise en place de stratégies porteuses et pour l'animation de retraites stratégiques. Notre deuxième conférencier, un collègue chez Deloitte de M. Duhamel, donc M. Antoine Audy-Julien, qui est également stratège d'affaires. Il œuvre en service conseil auprès d'organisations de tous les secteurs d'activité où il a développé une expertise dans toutes les facettes de l'écosystème manufacturier innovant québécois et mondial. Et enfin, Monsieur Jean Matuzwenski est économiste et président de la firme Economic and Business Data, une société spécialisée dans les études économiques des secteurs industriels. Il réalise fréquemment des études d'impact économique régional et fiscal, de projets industriels, ainsi que des études de perspective sur les nouvelles tendances dans l'investissement au niveau international. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Camiri, qui pourra peut-être mieux se présenter son organisation et laisser la parole à ses collègues. Donc, merci beaucoup et bonne écoute. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour au Conseil économique de Beauce qui nous a invités très chaleureusement aujourd'hui à vous parler de notre étude. En fait, je dis de notre étude, mais c'est plutôt Deloitte et EIB Data qui l'ont fait. Lorsqu'on s'est fait appeler, ils nous ont demandé de parler des perspectives au niveau du métal, de tout ce qui se passait avec la COVID. Et vraiment, l'étude qu'on a fait avec Deloitte et EIB Data était vraiment la dernière étude qu'on a fait suite à la COVID. Alors, c'était vraiment l'étude la plus complète pour vous présenter aujourd'hui. Puis, vous allez voir dans ma présentation, nous-mêmes, on est en restructuration, entre autres à cause de la COVID. Donc, tous nos projets ont été un peu chamboulés. Si on peut changer la slide, Antoine? En fait, qui est le réseau de transformation métallique du Québec? Donc, nous, dans le fond, on est une association, un OBNL, qui rassemble et représente les entreprises qui composent l'industrie de la transformation métallique au Québec. On est une association, dans le fond, qui découle d'un programme qui se nomme le programme Accord du gouvernement du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Nous, on se situe en Montérégie, mais comme il n'y a pas des créneaux accords partout au Québec, on travaille aussi avec les entreprises qui sont un peu partout dans la région. Et tous nos projets, dans le fond, peuvent s'inscrire pour n'importe quelle industrie, n'importe quelle entreprise qui est dans l'industrie de la transformation métallique.
Qu'est-ce que dans le fond, le programme Accor, on peut changer de slide. Le programme Accor est un programme provincial qui soutient en fait l'expertise régionale des entreprises et qui est en lien direct avec des projets collaboratifs. Donc, c'est ça qui est important à retenir. Dans le fond, nous, tous nos financements sont faits lorsqu'il y a des projets collaboratifs. Donc, je dirais environ au moins 3, soit entreprises, des chaires de recherche, des universités, et plus, dans le fond. Et nous, on peut aller chercher du financement du gouvernement quand ça s'inscrit dans le programme du vraiment Accor, qui va jusqu'à 50 de financement. Ce qui est intéressant, c'est pas un prêt, c'est vraiment un financement. Donc, habituellement, les entreprises vont payer l'autre 50 pour tous les projets que nous faisons. On peut même parfois, lorsque ce sont des projets de formation, aller chercher un 20 de plus de Service Québec, ce qui amène à 70 de financement. Donc, pour les gens qui ne nous connaissent pas et qui veulent faire des projets, soit, je vais parler de n'importe quel type de projet, c'est vraiment du financement, c'est pas une subvention. Dans le fond, on donne l'argent. Dans le fond, nous autres, on paye le 50 c'est une petite question que M. Bilodeau posait, là. Donc, si le projet coûte 20 000 ben nous, on va payer 10 000 et l'entreprise va payer l'autre 10 000 Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, sauf qu'il faut que ce soit vraiment un projet qui a plusieurs entreprises dans le même projet. On peut changer de diapositive. Donc, grosso modo, la filière métallique, on représente 3800 entreprises, donc 40 est dans la grande région de Montréal. C'est un peu pour ça que nous, on se situe en Montérégie. Il y a un autre créneau qui est un peu la même chose que nous, qui fait d'autres types de projets à la Naudière, donc qui est Alliance Métal Québec, qui est un créneau d'excellence Accor aussi. Mais nous, on a vraiment une grande région, mais c'est pour ça qu'on se situe vraiment, nous, on est à Longueuil, là, donc, mais on travaille vraiment au niveau de la Montérégie et un peu partout alentour. On travaille beaucoup plus deuxième et troisième transfo, je dirais. Et on travaille beaucoup avec les PME plus que les grandes entreprises qui souvent n'ont pas besoin d'aide de notre part. Ensuite, oui, on peut changer. Nous, on a fait une planification stratégique il y a 5 ans et suite à nos études, on est arrivé à trouver 6 axes stratégiques sur lesquels on faisait tous nos projets dans les 5 dernières années. Notre planification stratégique est en révision pour les 5 prochaines années parce qu'on a eu notre évaluation du gouvernement et on va continuer au moins pour 5 années. Mais grosso modo, je ne pense pas que ça va vraiment changer nos orientations. On travaille beaucoup sur l'image de marque et la mobilisation, donc tout ce qui est réseautage, tout ce qui est aussi notoriété de la filière, la valorisation de la filière, donc comment rendre plus beau le domaine de la transformation métallique et de se faire connaître un petit peu plus. Au niveau du développement des marchés et de la commercialisation, bien, on fait plusieurs formations. On a fait beaucoup de missions aussi, mais je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir recommencer les missions un petit peu. Ensuite, innovation et produits distinctifs. Dans le fond, notre but est de soutenir tous les nouveaux projets, tous les nouveaux produits, les services à valeur ajoutée. Au niveau de l'innovation, présentement, bien, avant le COVID, en fait, on parlait beaucoup de 4.0, d'impression 3D, de robots collaboratifs. Donc, c'est tous des domaines dans lesquels on peut vous aider. Au niveau de la productivité et meilleures pratiques d'affaires, on fait beaucoup de formations en continu à l'interne dans les entreprises. On avait productivité des soudeurs en aluminium qui était supposé partir avant la COVID, qui est un peu mis sur le frein, mais qui va sûrement repartir éventuellement. Et meilleures pratiques d'affaires, on a entre autres des visites industrielles qu'on fait dans les meilleures usines au Québec en meilleures pratiques, en amélioration continue. Au niveau des ressources humaines, c'est un point que je pense qu'on va garder pendant un certain temps. On travaille beaucoup là-dessus. Puis nous, dans le fond, notre but, c'est de faciliter le déploiement de tout projet qui vont toucher les ressources humaines. Et finalement, écologie industrielle et développement durable, bien, en fait, nos projets qui ont eu lieu dans les 5 dernières années étaient surtout au niveau de la valorisation des résidus. On peut changer.
Présentement, on est en train de faire des planifications stratégiques avec des entreprises, puis on est en train de ramasser le plus d'études possible pour refaire notre planification stratégique. Et voici les 3 enjeux majeurs qu'on a décelés pour les années futures. La pénurie de main-d'œuvre, le déficit d'innovation. Je dis déficit d'innovation par rapport au reste du Canada, mais aussi par rapport aux autres pays. Et la problématique au niveau du marketing et de la vente. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est sorti souvent au niveau des planifications stratégiques. Comment faire la segmentation des marchés, surtout post-COVID, retrouver des marchés qui sont intéressants. On est trop dépendant des Américains. Donc, comment aller ailleurs? Donc, nous autres, on va vraiment prioriser l'Europe dans nos recherches futures. On veut vraiment essayer de trouver le moyen de moins travailler avec les États-Unis ou de continuer à travailler avec les États-Unis, mais de trouver d'autres marchés. On l'a vu un peu avec les taxes il y a 2 ans, que c'est assez difficile et on va voir aussi avec les élections qu'est-ce que ça va donner. Et finalement, on a remarqué que plusieurs petites entreprises ont vraiment des experts techniques. Souvent, c'est les patrons, c'est des gens qui sortent directement de l'usine et qui n'ont pas nécessairement de département ou de connaissances en gestion, marketing, vente. Donc, le but, ça va être de les aider le plus possible. On peut changer de diapositive. Ensuite, voici quelques exemples en fait de projets en cours. J'ai parlé de planification stratégique. La cohorte est complète. C'était une planification stratégique gratuite de 80 heures avec le groupe d'Encause. Donc, ça, c'était très intéressant pour 12 entreprises. Malheureusement, c'est complet. On a le PACME. PACME, en passant, c'est un programme qui a été offert par le gouvernement pendant la COVID. C'est un financement complet, là, dans le fond, donc c'est gratuit. On en a un en SST, il reste 20 places. Si vous voulez, vous avez n'importe quelle question en santé et sécurité du travail, présentement, c'est vraiment un consultant expert en santé et sécurité du travail qui s'est spécialisé un peu en santé et sécurité au travail au niveau de la COVID là, ces derniers temps. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez vous inscrire. C'est vraiment juste un 6 heures. Donc, c'est vraiment juste pour valider qu'est-ce que vous avez fait à l'interne au niveau santé et sécurité du travail. On a des projets type Open Innovation au niveau de bâtiments autochtones. Présentement, on travaille à faire un bâtiment plus durable dans le Grand Nord pour les mines. On a aussi des veilles, ça c'est vraiment intéressant pour tous nos membres. On fait des veilles technologiques à chaque matin. Donc, vous recevez tout ce qui se passe dans les journaux au niveau des mines et de la transformation métallique. Et on écrit aussi des articles pratiquement à chaque jour sur les sujets chauds de l'heure. Et on fait des magazines qui sont remis à nos membres aussi sur des sujets X comme on a fait les ressources humaines, on a fait l'innovation et là, c'est la relance économique, notre prochain magazine qui va sortir. Et finalement, ben, on peut enfin en parler. On a travaillé sur le projet Scandium. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut aider au niveau de la vente et de la mise en marché. Donc, nous, on a vraiment financé la partie mise en marché du projet Scandium avec Rio Tinto. Donc, c'est comment prendre les rebuts de l'acier et de finalement en faire un alliage qui est plus solide. Alors, on a vraiment participé au niveau intellectuel, donc on était vraiment à l'entour de la table, mais au niveau financier aussi, on a participé à ce projet-là. Et les exemples de projets à venir, donc j'en ai parlé plus tôt, études de marché, mise en marché, relance en commercialisation. On veut repartir les visites industrielles et on veut repartir les promotions des métiers. En passant, on a un simulateur à réalité virtuelle de soudage. Donc, avant la COVID, on s'en allait dans les écoles secondaires avec les centres de formation professionnelle, parler des métiers et entre autres faire essayer la machine à réalité virtuelle aux jeunes pour un peu leur faire connaître les métiers, mais aussi souvent démystifier un peu les idées préconçues que leurs parents ont envers les métiers un peu plus techniques. Donc, on peut changer la diapo. Alors, simplement vous mentionner qu'aujourd'hui, vous avez un scoop dans un sens parce que l'étude Repenser nos chaînes manufacturières
pour une économie forte et résiliente sera lancé officiellement le 18 novembre dans le cadre des journées économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment basé au niveau de la filière métallique. On a d'autres filières dans lesquelles on touche là, dans cette étude-là. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler plus spécifiquement métal, puisqu'on a demandé vraiment qu'on parle plus au niveau de notre filière. Alors, je vais laisser maintenant Jean, Antoine et Louis parler de l'étude. Alors, merci beaucoup, Maryse. Bonjour tout le monde, Louis Duhamel, Deloitte. Je ferai cette présentation en collaboration avec mon cher collègue Antoine Audy-Julien et notre cher partenaire Jean Matuszewski de la firme EIB Data. Alors, ce que Maryse vous a pas dit il y a quelques minutes, c'est que c'est difficile de dire non à Frédéric Chevalier ou à Maryse Camiré quand on nous demande de faire une présentation 3 semaines avant l'événement. Alors, c'est aussi difficile de dire non au Conseil économique de Beauce parce qu'on sait bien que les Beaucerons sont toujours les premiers, n'acceptent jamais d'être les deuxièmes. Alors, on a voulu que ça continue dans le temps. Et trêve de plaisanterie, ça nous fait plaisir de vous faire cette avant-première aujourd'hui. Alors, on vous demande d'être indulgent parce qu'on ne l'a jamais vraiment fait, la présentation. Et on a voulu qu'elle soit aussi teintée beaucoup de la filière métallique, comme il se doit, compte tenu du rôle stratégique du réseau de la transformation métallique du Québec. Donc, je voudrais saluer aussi nos amis d'Alu Québec qui sont là, Jacques Internocia et Liès du CEAL. Je crois qu'ils sont avec nous aujourd'hui, alors je les salue. Et donc, l'étude est assez globale. On parle de 10 filières, mais aujourd'hui, on va tenter de faire notre possible pour que le secteur métallique occupe la plus grande place possible. Maintenant, on n'aurait pas pu faire tout ça sans nos partenaires et je voudrais les saluer, nos commanditaires principaux Desjardins, présents dans toutes les régions du Québec, comme on sait, en appui aux entreprises. Développement économique Canada pour les régions du Québec, également présent dans les régions du Québec. Et la Fédération des chambres de commerce du Québec, il va sans dire, représente toutes les régions du Québec. Ça a été fait avec la collaboration d'organismes comme l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, communément appelée l'ACMAT, à l'UQuébec, bien sûr, le RTMQ, le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre, Montréal Envivo, au niveau de la santé, l'Association de la construction du Québec, l'Institut de développement de produits, Technique Textile et l'Association pour le développement de l'innovation en chimie au Québec, l'ADIC. Donc, maintenant, je laisse la parole. Je vais vous présenter les objectifs quand même. Tu laisses la parole à toi-même. Je me laisse la parole à moi-même, c'est ça, exactement. Alors, je me présente moi-même, c'est rendu. Alors, on avait 2 objectifs aujourd'hui. Le premier était d'alimenter la préparation de stratégies de relance de grandes filières industrielles et des régions du Québec, puisque ces filières-là sont ancrées dans le sol à quelque part. Et on a pensé que c'était des filières économiques qu'il fallait surveiller de près, puisqu'elles représentaient des potentiels très intéressants. Il va falloir en sortir de cette crise-là. Il va falloir, on est en ralentissement économique causé par la pandémie et plus que jamais, il faut travailler ensemble, avoir des stratégies porteuses. Autant les entreprises que les membres de l'écosystème d'affaires comme ceux qui nous invitent aujourd'hui et les gouvernements aussi qui sont interpellés. Deuxièmement, signaler les secteurs industriels québécois qui offrent des occasions intéressantes de développement, mais aussi qui sont menacés parce qu'il y a une chute de la demande qui est importante. Parce qu'il y a des nouveaux concurrents internationaux ou qu'il y aurait une dépendance excessive à certaines sources d'approvisionnement. On a vu que les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées sous pression, rupture de stock, pas capable d'avoir les intrants pour fabriquer des produits, etc. On a tout connu ça. Et donc, on a appris beaucoup de ça. Et je pense qu'il va falloir faire autrement dans le cas peut-être d'une prochaine crise, celle-ci n'étant pas terminée, vous allez me dire.
On n'est pas au bout de nos peines encore, mais je pense qu'on peut être optimiste que le fameux vaccin, il va arriver bientôt. On le souhaite tous, du moins. Et là, je passe la parole à mon cher collègue pour la suite des choses. Je vous reviens tout à l'heure. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, repenser les chaînes industrielles. Alors, de quoi s'agit-il? Parfois, les gens ont en tête simplement la substitution d'importation. On achète des fraises de Californie, pourquoi on n'a pas en acheté davantage d'ici? Oui, c'est ça, mais c'est aussi beaucoup plus et ça peut prendre toutes sortes de formes différentes. Je ne vais pas vous lister toutes celles que ça peut avoir, mais simplement pour vous dire, ça peut être du reshoring, rapatrier des productions qu'on avait mis à l'extérieur. Alors, dans le cas métallique, par exemple, ceux qui faisaient faire leur moule en Chine, ils se disent que c'est peut-être une meilleure idée, effectivement, de pouvoir rapatrier la production ici lorsqu'on tient compte du coût total de fabrication. La reconfiguration de chaîne industrielle, c'est aussi penser à des nouveaux produits, à des nouveaux matériaux. Maryse a parlé du scandium tout à l'heure, on va y revenir. C'est une nouvelle chaîne qui peut être développée, qui, combinée avec l'aluminium, peut amener toutes sortes de nouvelles possibilités pour l'allègement des métaux dans toutes sortes d'applications. Repenser les chaînes industrielles, ça veut également dire parfois décider d'acheter local. Et là, je pense en particulier aux agences gouvernementales qui parfois préfèrent acheter l'étranger, et même si le local est parfaitement compétitif et à plus forte raison dans une perspective de cycle de vie. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont, dont on va discuter aujourd'hui, qui correspondent à des investissements potentiels, mais aussi des investissements qui jusqu'ici ne se sont pas réalisés parce qu'il y a eu des blocages. Alors, c'est vraiment ce à quoi on va s'attaquer dans notre présentation de ce matin. Je laisse la parole pour la suite. Oh, je m'étais muté, toutes mes excuses. Donc, merci Jean pour le transfert. Donc, en fait, pour la suite, quelques diapositives de mise en contexte pour mieux comprendre. Oui, on sait qu'on est dans une crise sanitaire, un certain ralentissement économique et bien d'autres enjeux. Mais pour un petit peu mieux comprendre, on a regardé quelques leçons de la crise, même si on n'est pas encore tout à fait sorti. Quelques tendances qui se sont accentuées, qui étaient déjà présentes pré-COVID, mais qui se sont accentuées, qui ont un peu levé le voile sur la fragilité de certaines chaînes d'approvisionnement ou chaînes industrielles plus spécifiquement. Donc, la première qu'on a dénotée, c'est la mouvance vers la déglobalisation, la démondialisation. C'est sûr que par souci de résilience nationale, cette tendance-là vers la démondialisation a permis à viser de diminuer des dépendances excessives sur l'approvisionnement qui étaient en provenance de l'étranger. Donc, tout ce qui était l'approvisionnement outre nos frontières, c'est certain qu'on a un peu levé le voile là-dessus. Ça nous a fait en sorte qu'il y a eu une tendance à vouloir lever une certaine autonomie nationale pour certains produits et services essentiels dans des contextes de perturbation comme on vit aujourd'hui. La deuxième chose qu'on a dénotée, c'est la hausse des mesures protectionnistes gouvernementales. Les tendances protectionnistes étaient déjà là avant la COVID. On le voit entre autres aux États-Unis particulièrement depuis 2016, mais même avant ça, il y avait quand même certaines tendances assez protectionnistes. On sait qu'avec un changement gouvernemental, il pourrait avoir des impacts, mais reste que le discours des deux candidats actuels est tout de même relativement protectionniste. Donc, ce ne sera pas un changement bout pour bout, même si on voyait un nouveau gouvernement en place. Donc, cette réalité-là, autant des États-Unis que de la Chine, qui font en sorte qu'on a des composantes cruciales de notre chaîne d'approvisionnement mondiale qui présentent des nouvelles barrières tarifaires, des nouvelles réalités. Et on a une propagation de ces mesures-là protectionnistes dans d'autres pays. Donc, la Chine, les États-Unis qui ont augmenté, ça crée des pays intermédiaires qui ont également voulu le faire. Et donc, l'affaiblissement de la croissance des échanges internationaux qui a été une victime de cette réalité-là. Donc, le développement de nouveaux marchés d'exportation, entre autres, mais aussi de nouvelles sources d'importation, va pouvoir, à terme, limiter l'incidence de ces pratiques protectionnistes-là qui sont généralement relativement néfastes pour le commerce international, duquel on est assez dépendant, entre autres, au Québec, entre autres via nos exportations en tant que nation plus exportatrice. Le troisième point, c'est le manque de diversité des exportations qui corrèle directement avec ce qu'on vient de dire. Donc,
une hausse protectionniste avec du protectionnisme, avec une hausse et un manque de diversité des exportations, fait en sorte qu'on a une vulnérabilité à des ruptures de stock, particulièrement dans des contextes de perturbation. Donc, un certain niveau de diversification, comme le mentionnait justement Maryse au niveau de la filière métallique avec une certaine dépendance, justement, c'est quelque chose qui est critique et qui va devoir être adressé et qu'on a vu encore une fois, encore davantage dans le contexte de la crise qu'on vit aujourd'hui. On parle de vulnérabilité due à la spécialisation des importations. Encore une fois, on a des produits essentiels ou critiques qui proviennent de sources uniques ou de sources très limitées en termes de diversité au niveau des fournisseurs, qui fait en sorte que les ruptures de stock nous mettent beaucoup plus à risque, étant donné qu'on a moins la chance de se revirer de bord, comme on dit en bon québécois. Et donc, cette réalité-là nous rend extrêmement vulnérables dans des contextes de perturbation. On parle également pas une fin du juste à temps, mais disons un affaiblissement de la tendance juste à temps pour un avènement du just in case. Donc, on passe du just in time au just in case dans des contextes de perturbation comme ça pour prémunir du risque d'approvisionnement. C'est certain qu'il va y avoir un certain avènement de cette approche-là, just in case, d'avoir des stocks de protection pour un peu plus élevés pour se prémunir de cette réalité-là, parce que ça peut avoir des effets sur la chaîne d'approvisionnement du premier fournisseur jusqu'au client final, et que ce soit un consommateur ou une entreprise, ça peut avoir des impacts majeurs sur les entreprises comme sur la société. On parle également du risque associé à l'allongement des chaînes d'approvisionnement. En allongeant nos réseaux de fournisseurs, on peut créer des risques ou s'exposer à des risques majeurs, des retards de livraison, des accidents, des réglementations différentes entre les pays, des fluctuations boursières, des crises politiques. Il y en a beaucoup, puis on les a vécues, particulièrement en 2020, de toutes sortes de crises. Donc, la régionalisation d'une partie de nos fournisseurs peut diminuer le risque de l'allongement qu'on a vécu dans les dernières années, un risque qui nous a frappé assez fort dernièrement. Deux derniers éléments, le manque de maturité technologique des chaînes d'approvisionnement. C'est certain, Maryse en a parlé justement un petit peu plus tôt, le virage numérique qui est encore assez marginal au sein de la population d'entreprises québécoises. C'est certain que ça met un défi, une pression additionnelle sur la productivité. Toute cette transformation numérique-là et de la productivité va permettre une meilleure flexibilité de nos chaînes, puis de ce fait, justement, une gestion des coûts, une meilleure gestion des coûts, une meilleure visibilité sur la chaîne en entier, bout en bout, une meilleure gestion des risques, avec une certaine tendance plus de prévention et être capable de mieux faire face aux réalités changeantes du client. Dernièrement, la conscience croissante de l'importance environnementale des circuits courts, donc toute cette tendance environnementale-là qu'on a vue particulièrement avant la COVID, qui va vraisemblablement éventuellement revenir à l'agenda, fait en sorte que les avenues d'approvisionnement plus locaux vont être considérées. Puis, tout ce qui est du transport lié aux chaînes d'approvisionnement est quelque chose qui va être considéré pour une économie un petit peu plus éco-responsable. Donc, c'est une tendance qui était présente et qui va se poursuivre par la suite. Maintenant, notre étude elle est fondée sur 4 grandes dimensions stratégiques qui viennent substantier et justifier beaucoup des réflexions. La première réflexion à ce niveau-là, c'est la présence d'un savoir-faire industriel québécois. Donc, c'est sûr que la présence de ce savoir-faire-là fait en sorte qu'on limite les investissements pour amorcer la fabrication de produits locaux, que ce soit des nouveaux produits, que ce soit la mise en production de produits alternatifs, que ce soit de rapatrier la production ou carrément d'augmenter notre production. Dans tous les cas, la présence d'un savoir-faire industriel est un accélérateur majeur et donc une dimension stratégique importante pour ce genre de réflexion-là. La disponibilité de capacités productives essentielles fait aussi en sorte qu'on est plus en mesure de s'adapter aux besoins essentiels de la population en temps de crise. Donc, toute la capacité productive pour des produits et services essentiels est encore une fois critique. Et donc, c'est quelque chose qui également était pris en considération. Prise en compte des enjeux macroéconomiques. Donc, c'est sûr que les stratégies industrielles, c'est pertinent, mais si c'est incohérent avec les stratégies économiques plus larges qui considèrent les grandes composantes du PIB, entre autres, balance commerciale, les investissements privés, et ainsi de suite, et les politiques de stimulation budgétaire, des programmes d'infrastructure, par exemple, si on est incohérent l'un avec l'autre, c'est certain que les stratégies industrielles sont beaucoup moins importantes ou fonctionnent beaucoup moins bien. Donc, c'est l'idée de cette troisième dimension stratégique-là. Et la quatrième, l'identification des chaînes manufacturières vulnérables et à fort potentiel. C'est l'idée que autant développer que préserver nos filières ou les catégories de produits essentiels au maintien des chaînes de valeur québécoises
dans des contextes de perturbation, entre autres comme on a vécu, ça doit être considéré. Donc, tout ce qui est les risques de rupture d'approvisionnement à l'étranger qui pourraient mettre en cause la continuité de nos opérations est quelque chose qu'il faut regarder. Donc, ça fait partie de notre 4e dimension stratégique qui a été regardée là, au courant de l'étude. Maintenant, Maryse vous le disait tantôt, on va focaliser aujourd'hui sur la filière transformation métallique le plus possible. Louis également l'a mentionné, mais il en demeure pour moi que notre étude touchait à 10 filières porteuses pour une économie qu'on disait québécoise forte et résiliente. Dans ça, on voit matériel de transport, énergétique, machinerie, construction agroalimentaire, biomédicale, électronique, chimique, textile technique, métallique. Dans notre présentation d'aujourd'hui, on va passer un petit peu plus de temps à parler de 4 filières. Une qui est directement reliée à la filière métallique, c'est-à-dire la filière métallique et aluminium, naturellement, mais également 3 autres qui sont corrélées fortement, la construction, la machinerie et instrumentation et les matériels de transport, pour lesquels on sait, la filière métallique, c'est une filière qui est extrêmement transversale. C'est une filière qui, oui, qui a une verticale, donc c'est des produits métalliques directement reliés, mais il y a également des produits finis qui se retrouvent dans d'autres filières. Exemple, dans la construction, on voit un paquet de produits qui sont issus du milieu de la construction, mais qui proviennent de la transformation métallique. On parle de la même chose au niveau de la machinerie avec toute la robotique, toute la machinerie qui peut exister dans tous les secteurs. Et matériel de transport, je vous l'épargne. Donc, vous comprenez pourquoi, dans ce contexte-ci, seulement parler de la transformation métallique dans cette filière-là n'était pas suffisant. On a donc ciblé 4 filières pour discussion aujourd'hui. Maintenant, au niveau de la méthodologie, trois éléments à considérer. La première, c'est qu'on a fait une phase qui était plus de nature micro, si je peux me permettre l'expression. Donc, cette première phase-là était orientée sur 6 mois de données actuellement, les 6 mois de données les plus récentes, de mars à août. Août peut sembler loin dans le passé, mais en données économiques, c'est extrêmement récent. C'est même surprenamment récent. Souvent, on peut avoir des données qui datent même de 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui est tout à fait impertinent pour nous dans notre contexte. Quand on parle aujourd'hui de 6 mois de données dans le milieu de la crise, c'est très pertinent. Et on regarde également dans 3 angles, le commerce international et les investissements. On parle de l'angle des marchés porteurs pour lesquels l'industrie québécoise présente des forces, donc autant sur le plan canadien que le plan international. Et on a regardé également au niveau des industries québécoises menacées ou vulnérables. Donc, d'un côté, ceux qui étaient plus des secteurs porteurs, qui semblaient présenter des opportunités majeures, et d'autres qui étaient des industries critiques ou essentielles, mais qui semblaient être plus vulnérables et qui présentent tout de même des belles opportunités pour substancier une relance, une stratégie de relance. Dans la deuxième phase, on a regardé plus une phase de consultation. Donc, on a parlé à plus de 100 parties prenantes, des experts, des entreprises. On a fait des groupes de discussion dans nos 10 filières qu'on a identifiées. On a parlé également avec certains partenaires. Donc, on a vraiment fait le tour du jardin pour avoir la meilleure vue, le meilleur portrait disponible avec, ajouté à ça, diverses sources de données secondaires également, plus naturellement la première phase qui était plus de nature de données économiques ou statistiques. Et finalement, dans notre phase macro du processus, on a regardé à faire des playbooks sectoriels, donc des analyses vraiment ciblées sur chacune des filières, plus de nature qualitative et vraiment pour comprendre un peu l'histoire de chacune de nos filières, les enjeux stratégiques qui ont été identifiés, donc les enjeux critiques à relever et les pistes de solutions qui sont transversales à tous les secteurs, sans compter dans tout ce qui provenait des playbooks sectoriels qui étaient très spécifiques. Ceci étant dit, je laisse maintenant la parole à Jean pour parler du contexte économique plus spécifiquement. Oui, donc ce qui nous arrive au Québec et ailleurs dans le monde, c'est un écrasement dans le domaine industriel, écrasement des nouveaux investissements industriels. Donc, tout le monde retient son souffle, on retarde des projets, on abandonne des projets, on réduit des projets. Sauf qu'évidemment, à force de retenir son souffle, à un moment donné, il peut avoir des conséquences plus graves. Comme vous savez, moi, l'image que j'aime donner, c'est que l'investissement, c'est précurseur de la compétitivité de demain. C'est les investissements qu'on fait aujourd'hui qui vont tracer le paysage industriel de demain. Les investissements qu'on ne fait pas aujourd'hui, ça fait autant de pertes. Donc, on regarde ici ces chartes-là. On peut voir la chose de la façon suivante, vers vide ou vers plein. Vers plein, il y a des entreprises qui continuent à investir. Et dans le monde, c'est assez frappant. Là, on voit qu'il y a 2 tendances lourdes dans lesquelles l'investissement se poursuit. Et c'est dans le domaine de la transition numérique
Et c'est dans le domaine de la transition verte ou écologique, vous l'appelez comme vous voulez, développement durable. Donc, dans ces deux éléments-là, il y a non seulement une reprise, mais dans certains cas, des accélérations des investissements. Et je dois vous dire qu'actuellement, on ne voit pas l'équivalent au Québec. On voit moins d'investissements et de plus petite taille. Donc, ça va être un thème récurrent dans notre discussion. Et pourtant, ce n'est pas que des gisements d'opportunités n'existent pas. Ils sont là, mais ils sont latents. Alors, c'est à nouveau ce à quoi on va explorer. Peut-être avant de regarder plus en détail la filière métallique, on va essayer d'avoir un portrait plus général des différentes filières au Québec. Donc là, vous avez ici notre tableau de bord statistique, mais en l'occurrence, on a traduit les conclusions par un code couleur. Je crois que c'est un peu à la mode ces temps-ci, zone rouge, zone verte et zone jaune. Je crois que ça se passe d'explication. Dans le cas présent, c'est les terciles supérieurs, tercile moyen, tercile inférieur, donc vert, jaune et rouge, et pour lequel, effectivement, on classe la performance des différentes filières industrielles au Québec au cours des 6 derniers mois. Donc, dans les indicateurs de gauche, donc on voit vraiment les éléments de comment évoluent de façon très récente les exportations à l'international, plus spécifiquement aux États-Unis, puisque c'est notre, qu'on le veuille ou non, notre partenaire commercial principal et de loin. On regarde en termes d'indice de compétitivité future, est-ce que ça bouge du côté des investissements, de l'investissement étranger, des investissements greenfield, et en termes de contenu québécois. Donc, une autre façon de le dire, quand on parlait tout à l'heure des indices macro, l'exportation, l'investissement, le contenu québécois ou la balance commerciale sont les composantes du PIB. D'accord? C'est 3 composantes clés de la création de richesse. Et en même temps, pour chaque filière, ça nous donne des indices extrêmement intéressants sur la façon pour laquelle ils sont en train de bouger. Alors, si on regarde par exemple le premier en haut de la liste, l'agroalimentaire, là-dessus, je vais vous dire, c'est un succès sur le plan de exportation internationale, réduction des importations, augmentation du contenu québécois. Autrement dit, l'appel à l'achat local a été entendu. Et non seulement on fait la substitution d'importation, oui, mais ça n'empêche pas les capacités productives et capacités exportatrices des entreprises qui performent très bien sur les marchés internationaux. Si je me souviens bien, on commence même à dépasser le niveau de 2019. Si on regarde plus spécifiquement les filières qui sont reliées au métal, donc la construction, matériel de transport, machinerie et instrumentation, donc ça c'est des filières davantage de deuxième et troisième transformation. Celle qui est appelée métaux et minéraux, c'est davantage vraiment les produits de base et ou semi-transformés. À noter que toutes ces filières sont mutuellement exclusives. Donc, on voit ici, je ne vais pas les reprendre tous en détail, mais on voit que dans les filières dans lesquelles vous opérez, la construction est clairement un des verticaux qui va très bien sur tous les plans. Tous les signaux sont au vert et vraiment, en bout de ligne, notre indice de résilience est vraiment au beau fixe. C'est une des filières qui marche le mieux actuellement au Québec. Par contre, c'est plus mitigé dans le domaine de la machinerie et de l'instrumentation et encore plus fort, évidemment, à cause du transport. Largement plombé par l'aérospatiale, sans surprise, mais je dois vous dire, réellement, dans le domaine du transport terrestre, c'est pas nécessaire, c'est sans comparaison avec l'aéronautique, mais également, il y a des faiblesses sur le plan de l'investissement. Si je regarde maintenant les métaux et minéraux, celles qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire à nouveau, c'est les produits de base. Là, à nouveau, faiblesse à plusieurs égards. Les investissements ne suivent pas. Alors ça, c'est un élément qui est assez récurrent, matériel de transport, métaux et minéraux, et qui finit par plomber effectivement les perspectives les indices de relance des filières. Et pourtant, ce n'est pas que les gisements d'opportunités ne sont pas là. Il s'agit donc de les débloquer. Mais pour l'instant, au moment où on se parle, l'indice de résilience donc, vous donne une idée dans lequel les différents aspects de vos activités se retrouvent. Voilà.
Alors, merci, Jean, merci. Donc, nous y sommes. On va parler de la filière métallique et des verticaux dans laquelle elle est mise à contribution. Les enjeux, Maryse les a énumérés tout à l'heure. Simplement, je vous les rappelle ici. Les investissements privés, on avait une année 2019 exceptionnelle. On avait un retour de l'investissement privé, en général, dans le secteur manufacturier en 2019, mais comme vous savez, le party a été un petit peu terminé lors du confinement du 13 mars dernier. Reste que on était sur une lancée. Moi, je crois beaucoup que quand on a déjà une posture d'investissement, les entreprises avaient compris qu'il fallait aller vers le virage technologique, l'automatisation, la transition numérique, etc. Et c'est certain qu'actuellement, les entreprises ne sont peut-être pas dans une situation idéale. Reste que le gouvernement qui a promis d'être prêt, de répondre présent et d'appuyer les entreprises dans leurs projets, ben, ça devient une condition de succès importante. La pénurie de main-d'œuvre aussi, moi j'ai déjà célébré l'oraison funèbre de la pénurie de main-d'œuvre au mois de mars à avril, mais j'ai dû reconsidérer mes positions, puisque simplement la pénurie de main-d'œuvre n'arrêtera pas le vieillissement de la population, n'a pas d'impact sur les courbes démographiques. Alors, on doit observer que la pénurie de main-d'œuvre est avec nous et va continuer de l'être, et elle nous fait encore mal. Déficit d'innovation, encore une fois, cette idée qu'il faut aller vers l'innovation des procédés, l'innovation des produits, l'innovation dans tout ce qu'on fait dans les entreprises, et ce message-là a besoin encore d'être entendu. Et finalement, la diversification des exportations. Beaucoup d'entreprises se sont contentées de prendre une position sur le marché américain. On a vu que le côté protectionnisme des États-Unis se fait de plus en plus sentir. C'est très risqué, comme on dit, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on n'est pas un tarif près, comme on dit. Alors, plus que jamais, la diversification des exportations est importante. À son passé, Jean va nous parler de la filière métallique comme telle, et je parlerai des verticaux que sont la construction, le matériel de transport ainsi que machinerie tout de suite après. À toi, Jean. Merci, Louis. Donc, cette slide, vous allez en voir 3 autres sous le même format, présente de façon générale donc les grandes tendances qui sont à suivre de près au niveau mondial et comment actuellement la filière se porte au niveau canadien, au niveau québécois. Et ça, dans cette nouvelle réalité. Autrement dit, ce sont les tendances qui sont à suivre. Personne ne sait de quoi demain va être fait. Mais si on suit plus particulièrement chacune de ces tendances, on peut être un peu plus affûté pour prévoir pour anticiper ce qui va se produire. En bas à gauche, vous avez donc les gisements d'opportunités. Vous les aurez pour les autres filières également. Et à nouveau, des gisements d'opportunités qui sont latents. Dans certains cas, on en parle depuis longtemps, sauf que maintenant peut être un bon moment pour que ce soit plus latent, mais qu'effectivement, on puisse les exploiter. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des déblocages. Et ces déblocages passent à droite par les éléments de recommandation, donc des éléments de recommandation qui sont spécifiques à la filière, mais également qui sont spécifiques à l'ensemble des filières sur lesquelles nous avons travaillé. Et je crois que c'est ce qui fait un peu l'intérêt de notre étude, c'est que lorsque nous allons, par exemple, mettre de l'avant des éléments relatifs au marché public, on ne va pas dire que c'est uniquement la filière X ou la filière Y qui parle avec ses intérêts particuliers, mais non, c'est l'ensemble du secteur manufacturier. Donc ça, c'est un élément extrêmement fort dans nos recommandations. Je ne vais pas prendre chacune d'entre elles de ce que vous avez sous les yeux maintenant. Je vais juste mettre 2 éléments de l'avant. On parlait tout à l'heure de reconfiguration de chaîne industrielle. Je vais juste vous montrer un exemple de ce qui se passe dans la nouvelle réalité COVID. On a eu en janvier 2020 un élément stratégique pour les métaux qui est passé complètement inaperçu. C'est un accord Canada-États-Unis sur le développement des métaux stratégiques. Et ça, évidemment, face à la nouvelle réalité géopolitique dans laquelle on se trouve. Alors, même si sur un certain plan, c'est bon qu'on se diversifie
des marchés américains. Sur l'autre, on se retrouve plus étroitement associé avec les États-Unis et leur besoin d'avoir des fournisseurs stratégiques de confiance. C'est une nouvelle réalité, je crois qu'il faut bien dire le mot de quasi-guerre froide, mais dans lequel le Québec et le Canada peuvent et retrouvent des avantages. Alors, deux incidences très concrètes de cette nouvelle reconfiguration géopolitique des chaînes, mais mon Dieu, c'est d'une part un rapatriement de la production du magnésium. Vous vous en souvenez qu'on produisait du magnésium il y a à peu près 10-20 ans. On l'a totalement perdu au profit de la Chine. Et maintenant, grâce au projet d'Alliance Magnésium qui vient de recevoir un bon coup de main du côté du gouvernement du Québec, cette filière recommence à démarrer au Québec. Le projet d'Alliance Magnésium qui, je crois, est en Estrie, si je me souviens bien. Autre élément qui va recevoir un coup de pouce direct de cette nouvelle entente avec les États-Unis, c'est la filière scandium. Le scandium est un métal rare. Rio Tinto, fer et titane arrivent à l'isoler et c'est un métal qui, lorsque combiné à l'aluminium, en améliore de façon spectaculaire plusieurs de ses caractéristiques et permettant, entre autres, donc l'allègement pour toutes sortes d'applications. Ce qui fait que c'est donc deux filières qu'on avait, soit qui n'existaient pas ou qui étaient délocalisées, et que la nouvelle réalité COVID, la nouvelle réalité géopolitique qui va avec, aide à redéployer. Autre élément que je vais mettre de l'avant, vous voyez au milieu, en bas, niveau d'alignement avec 5 pistes de solutions transversales. Donc, l'accès au marché public, vous savez, ce n'est pas que la filière des produits métalliques qui en a long sur le cœur sur le sujet, c'est toute la filière. Alors, je m'explique. Ce qu'on s'attend ici, c'est vraiment en termes de recommandations, c'est un leadership des marchés publics. D'abord, pour l'accueil des produits innovants, l'accueil des produits verts ou éco-responsables ou à la faible empreinte carbone, donc un leadership de ce côté-là, et par le biais des pratiques d'achat. Et les pratiques d'achat qui comportent d'une part des éléments en amont des contrats, tels que l'ouverture à des vitrines technologiques, à des projets pilotes, les changements dans les pratiques d'achat qui comportent aussi évidemment des modifications dans les critères d'achat. Donc, on ne dit pas tant d'arrêter le plus bas soumissionnaire, mais on dit absolument de tenir compte du prix dans la durée, dans le cycle de vie, en tenant compte de l'empreinte carbone, de ce que les importateurs, de ce que les fournisseurs étrangers n'ont pas les contraintes qu'ils n'ont pas à avoir en termes de respect de normes environnementales. Donc, ce sont tous ces éléments-là sur lesquels, en termes contractuels et en termes non contractuels, en amont des contrats, il y a beaucoup à faire. Et cette nouvelle réalité COVID est peut-être le temps de prendre conscience que les marchés publics peuvent et doivent évoluer. Voilà pour ce commentaire général. Merci, Jean. Donc, on va regarder les verticaux maintenant. On va commencer par le secteur de la construction. Alors, quelques tendances mondiales. La première, par rapport à la forte demande pour les matériaux de construction qui sont stimulés par le marché de la rénovation. Hein? On est en pandémie. Tout le monde rénove. Alors, on l'a vu depuis le début de la pandémie et ça continue de plus belle. Puis, on regarde dans le reste du monde, c'est pareil. La France est reconfinée complètement cette semaine. L'Allemagne, la même chose. Alors, parfois, quand on se compare, on se console un peu que les autres sont dans la même situation que nous. Les grands projets d'investissement dans les matériaux qui impliquent de plus en plus une dimension de développement durable aussi, les matériaux verts, et les programmes d'infrastructure, bien sûr, qui sont des éléments clés de la relance économique pour les gouvernements. Donc, ces tendances-là sont chez nous, mais sont ailleurs aussi. Alors, elles sont vraiment mondiales. Par rapport à certains enjeux, je vous propose 6 enjeux de la filière de construction. La première, c'est que, oui, on possède au Québec plusieurs intrants à la fabrication de matériaux de construction, mais un trop faible volume est transformé localement ici au Québec. Alors, c'est certain que un des objectifs, c'est d'augmenter la transformation
locales, métalliques, finalement. Et ici, quand je parle de matériaux de construction, je parle des marchés industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels. Deuxième enjeu, Jean en a parlé, l'accès au marché public. On se rend compte que les acheteurs gouvernementaux, le gouvernement est le premier contributeur au PIB du Québec, vous savez, le premier acheteur de produits. C'est massif ce que les gouvernements achètent, les deux, et incluant les municipaux, tous les paliers de gouvernement. Ils ont une connaissance limitée des nouveaux matériaux. Donc, beaucoup d'éducation à faire et peu de prise en compte de l'aspect durable, de ce qu'on appelle le coût total de possession, du matériel qui va demander moins de maintenance, par exemple, qui va plus durer dans le temps, etc. C'est la marotte d'Alu Québec, d'ailleurs. Je sais que mon ami Jacques Internexa doit sourire actuellement parce que ça fait longtemps qu'on demande ça, de faire en sorte que les gouvernements soient plus attentifs et contribuent davantage à ouvrir leur marché aux entreprises québécoises. Troisièmement, c'est bien sûr la pénurie de main-d'œuvre, comme je disais tout à l'heure, qui est encore avec nous. Alors, d'un autre côté, c'est favorable à l'accélération de l'automatisation, donc qui est une réponse logique à la pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, on parle aussi la faible propension en général au secteur de la construction à adopter des innovations, notamment à cause de certains cadres de fonctionnement plus rigides, des règlements qui sont plus rigides, code de la construction, etc. Donc, faire évoluer un code, parfois c'est compliqué. Et donc, ça évolue un petit peu plus lentement par rapport à ça. Et même si on a des filières qui sont très innovatrices en ce qui a trait aux matériaux comme le bois d'ingénierie, les passerelles en aluminium aussi, dont on parle de plus en plus aussi. Donc, il y a un petit peu de travail à faire pour changer la culture. Cinquième enjeu, on parle au niveau de la demande, l'investissement en construction résidentielle au Québec est en hausse constante. Avec la reprise des activités depuis mai 2020 et ça continue d'augmenter. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, on parle de 450 milliards de méga-projets industriels et projets d'infrastructure qui sont demeurés actifs au Canada en général. Donc, 41 de ces projets-là sont au Québec et en Ontario. Donc, il y a vraiment une demande qui est encore assez forte dans le secteur de la construction. Mais il y a des enjeux aussi d'accès aux programmes d'infrastructure hors Québec pour les entreprises québécoises, les fameuses frontières interprovinciales dont on parle depuis longtemps. Et aussi, un beau succès à vendre aux États-Unis, mais on est très exposé aux États-Unis. Alors, c'est une chose et son contraire. C'est bien, ça crée beaucoup de richesses, les exportations aux États-Unis, mais on en est probablement trop dépendant et on se met beaucoup à risque. Et pour finir, les ruptures, les retards d'approvisionnement qui ont été généralisés, les fameuses chaînes d'approvisionnement sous pression, sous tension, Jean en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a une gestion du risque ici qui est nettement à regarder. La logique du prix seulement, du coût seulement ne tient plus parce que si on ne peut plus satisfaire nos clients parce qu'on n'a pas d'intrants, bien, on ne sera pas en meilleure posture. Alors, parfois, il faut peut-être gérer le risque, même s'il y a un coût à le faire. Donc, ça, c'est certains enjeux au niveau des gisements d'opportunités, comme Jean les appelle. Alors, des systèmes architecturaux en préfabriqués, électromécaniques, c'est ressorti beaucoup autant que le bois d'ingénierie et des produits divers en aluminium destinés à la construction de bâtiments. L'aluminium n'est pas probablement assez regardé pour la production des bâtiments, l'acier d'armature aussi, les pylônes, le géotextile. Et donc, même des mobiliers pour le télétravail, mobilier d'extérieur. Hein. On a vécu beaucoup dehors depuis un certain temps. Et donc, un certain nombre de produits qui vont être en forte demande et recommandations gouvernementales, à sa plus simple expression, revision de certaines normes de construction, comme je disais tout à l'heure, où elles sont appliquées parfois même irrégulièrement d'un endroit à l'autre. Des normes qui sont parfois provinciales, fédérales, municipales, etc. Donc, ça complique un petit peu nos clients, ceux qui bâtissent. Donc, création d'un bureau de la concurrence aussi. Donc, afin d'éduquer les consommateurs, limiter
les produits contrefaits, beaucoup de produits importés sont de mauvaise qualité, etc. Donc, c'est quelque chose qui devient assez problématique. Et donc, je pense qu'il faut voir à ça. Et modification du processus de conception afin de donner une plus grande latitude aussi aux concepteurs, ingénieurs pour qu'ils adoptent de nouveaux produits et procédés. Donc, l'innovation, c'est une chaîne d'innovation et il faut aussi qu'elle soit chez nos clients aussi afin qu'on puisse bien les servir. Donc, le secteur de la construction, comme disait Jean tout à l'heure, les voyants sont assez ouverts et c'est un secteur qui est nettement intéressant pour la filière métallique en général. Alors, très rapidement, machinerie et instrumentation, encore une fois, donc, la demande s'est un peu effondrée au niveau mondial avec les projets d'immobilisation industrielle qui ont été en baisse avec COVID-19. Donc, le développement durable ici est une des tendances fortes aussi au niveau de machinerie et instrumentation. Rareté de main-d'œuvre vécue partout dans le monde aussi. Encore là, on n'est pas seul au monde avec ça, c'est certain. Certains enjeux ici au Québec, donc la fabrication additive qui demeure une technologie qui devient de plus en plus mature, de plus en plus utilisée et qui devient une opportunité intéressante. Donc, encore une fois, au Québec, on a des capacités dans ce domaine-là et c'est sûrement quelque chose à regarder. Au niveau des marchés étrangers aussi, notre dépendance envers des marchés étrangers au niveau de notre manque de diversification, c'est encore important. Et aussi, dans les joueurs, dans la machinerie et l'instrumentation, étant donné que la demande n'était pas tellement là pour l'automatisation, elles ont dû, ma foi, s'exiler un peu et travailler beaucoup aux États-Unis notamment. Et notre écosystème, on souhaite qu'il revienne travailler plus au Québec avec, en 2019, comme je disais tout à l'heure, on avait une hausse de la demande. On espère que ça va être la même chose, qu'il y ait plus de projets finalement d'automatisation au Québec. Et je pense qu'avec des appuis gouvernementaux, ça va être le cas. Et encore une fois, ce secteur-là est un contributeur très important au PIB du Québec. On parlait ici là, de 3,8 milliards, mais qui n'a pas une visibilité suffisante aussi. Gisement d'opportunités ici, bâtiments durables, nouveau système de chauffage, climatisation, HVAC. Disons, la qualité de l'air est devenue très populaire par les temps qui courent aussi, hein? Donc, réflexion du parc de production et de réseau de distribution d'Hydro-Québec. Robots collaboratifs potentiels dans les secteurs dont l'automatisation devient urgente, etc. Et encore une fois, incitatifs gouvernementaux ici qui sont demandés pour ce faire. Si je finis par les matériels de transport très, très rapidement, encore une fois, la crise sanitaire a frappé assez fortement le secteur des transports, notamment l'aéronautique. Vous avez vu ça, qui était une partie importante du PIB des transports. Et l'aéronautique vit une crise assez grave et on attend aussi peut-être une réponse du gouvernement du Canada, en tout cas le secteur la demande du moins. Et donc, une explosion logistique aussi attribuable à l'essor du commerce électronique. Donc, les transports les transports logistiques répondent à la forte demande pour le commerce électronique. Ça devient une très, très grande opportunité. Donc, plusieurs projets actifs en transport collectif et ferroviaire. Donc, qui sont là au Québec et au Canada, auxquels il y aura des besoins. Certains ont été ralentis, c'est certain, par la pandémie actuellement. Mais je pense que on peut espérer le meilleur à ce niveau-là. Je parlais tout à l'heure l'aérospatiale, encore une fois, on a quelque chose à préserver de très, très, très important. Et il va falloir supporter ce secteur-là, comme on dit, too big to fail, comme disent les Anglais. Donc, encore une fois, un attrait pour les nouveaux assembleurs aussi, fort de son riche écosystème manufacturier de fournisseurs locaux, la filière des véhicules spéciaux aussi,
s'est créé une place très importante au Québec. Ce secteur-là a beaucoup d'avenir. Aussi, s'il y avait une ouverture plus grande des gouvernements au secteur militaire, ça ne nuirait pas non plus à ce qu'on puisse favoriser l'achat local dans le secteur militaire. Ce serait très, très apprécié. Voilà pour un survol très rapide des différentes filières. Maintenant, si on regarde les enjeux, très rapidement, je commence vers la gauche avec la déstructuration du secteur privé. Donc, les exportations québécoises sont en mode rattrapage actuellement pour les produits les plus dynamiques, puis en déclin pour les autres. On l'a vu tout à l'heure. Donc, difficulté du gouvernement d'activer les marchés publics pour un peu remplacer, au moins temporairement, nos exportations. Et la chute de l'investissement qui en a suivi aussi a été marquée. Et donc des fonds de roulement d'entreprises aussi qui sont en grave difficulté. L'urgence de réorientation stratégique des entreprises, bien, on ne retournera pas au statu quo. On sait qu'il va falloir se repositionner, fin de crise ou non. On ne reviendra pas exactement à la même place. Donc, c'est le temps de regarder de nouvelles opportunités. C'est le temps de refaire son plan stratégique et de regarder les choses avec des lunettes différentes. Vulnérabilité de la chaîne industrielle. Donc, on a une double crise avec notre principal partenaire économique. Donc, enjeu d'accès au marché et baisse du dynamisme de l'économie américaine. Alors, on a tous hâte à cette élection. On espère que, peu importe qui sera à la Maison-Blanche, que le marché américain va reprendre. Ils sont très gravement affectés. On ne le voit peut-être pas de notre côté comme ça, mais ils sont gravement affectés par la pandémie. Donc, révélation d'importance de la vulnérabilité du transport des marchandises aussi. Donc, encore une fois, et certains trous structurels, un exemple d'aluminium sur, par exemple, la deuxième transformation des actifs importants dont on n'a pas, qui nous empêche de transformer davantage au Québec. Crise sous la ligne de production, donc main-d'œuvre, j'en ai parlé tout à l'heure, attitude ambivalente face à l'investissement. Le moment, dans le fond, n'a jamais été meilleur qu'investir en automatisation avancée, en technologie actuellement, parce que ça va nous prémunir contre des crises à venir. Et les fonds gouvernementaux l'aide gouvernementale est au rendez-vous. Je pense que c'est le meilleur moment de le faire. Et au niveau du retour du rouge dans les bilans, bien, il y a un impact sur les liquidités des entreprises. Alors, je pense que jusqu'à présent, les gouvernements sont au rendez-vous pour aider aussi. Mais encore une fois, il faut repenser son plan stratégique et s'assurer de rétablir la rentabilité des entreprises. Et il y a la question du cas de relève aussi. Alors, certaines entreprises, peut-être, qui ne passeront pas à travers. Est-ce qu'on va voir un marché de repreneurs au Québec? C'est des choses à regarder dans l'année 2021. C'est possible qu'il y ait plus de transferts d'entreprises qu'on soit habitué à en voir dans le secteur manufacturier, entre autres. Voilà pour ce qu'on voit être les plus grands enjeux au niveau de l'économie. Et il y a des solutions, heureusement. Alors, je reprends à partir de là. Donc, ces 5 pistes de solutions correspondent aux 5 enjeux qu'on vient de voir précédemment. Donc, à la déstructuration de la demande dans le secteur privé correspond une nécessité d'un leadership de l'État dans les marchés publics. L'enjeu de la nécessité de réorienter les capacités productives mène vers une mobilisation des entreprises envers le développement durable. Et là, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les entreprises. Et vous savez, donc on a fait une centaine de consultations cet été, et c'est sorti de façon, ça a été quasiment un consensus. Même si ça n'a jamais été formulé de la même façon, toutes les entreprises et tous les secteurs se disent là, c'est le temps qu'on s'oriente vers le développement durable, alors qu'il s'agisse de réduire les pertes, qu'il s'agisse d'achats locaux, de circuits courts, qu'il s'agisse de réduire le cycle de vie, l'empreinte carbone, traçabilité, etc. Chacun a son angle particulier, mais c'était un consensus. Sauf que pour que cette mobilisation se fasse et s'accélère, ça prend un leadership du secteur public. Alors, c'est là où on voit les différentes pistes de solutions se nourrissent l'une l'autre et se conditionnent l'une à l'autre. Donc, ça, c'est un élément qui est important à mettre en valeur. Dérisquer les chaînes industrielles, cela tombe franchement sous le sens avec les difficultés qu'on a connues.
prise de l'urgence de l'automatisation avancée, le rôle des travailleurs industriels de demain. Là-dessus, je vais juste faire une petite mise en perspective. Oui, il faut avoir des programmes de sensibilisation, oui, des programmes de promotion, de formation, etc. Mais le problème est plus fondamental. Et on se trouve également dans une situation actuelle aussi, un élément positif de la crise sanitaire pour le secteur industriel, c'est qu'on a finalement compris l'importance de la production locale. On disait, mon Dieu, c'est un relent du 19e siècle, en a-t-on vraiment besoin? Ben là, oui, en a-t-il vraiment besoin? On a besoin d'une production locale. Et également, ça répond, je crois, à un enjeu qu'on avait de la désindustrialisation des mentalités. Vous savez, si on avait des problèmes de relève, ce n'est pas juste parce qu'il y a moins de jeunes qu'auparavant, mais également que les jeunes sont moins intéressés au secteur industriel. Ce qui fait que là, on est face vraiment à un grand chantier, un grand défi, celui de la réindustrialisation des mentalités, et dans lequel il faut pouvoir redonner une place aux travailleurs, valoriser la place du travailleur dans les chaînes industrielles de demain. Donc ça, c'est une grande piste de solution sur laquelle il va falloir qu'on travaille, et comme vous voyez, qui concerne la filière métallique, mais qui va bien au-delà également. Opportunité de consolidation également. Je ne vais pas m'étendre parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. On continue avec Louis, je crois. Oui, en conclusion, le passé, la première chose que je veux vous dire, c'est que le passé n'existe plus. Un nouveau monde a été créé le 13 mars dernier. On croit avoir identifié 10 filières industrielles d'avenir qui sont à surveiller de près, sur lesquelles devra s'appuyer la relance économique du Québec. Qu'elle soit sectorielle, verticale ou transversale, et peu importe leur poids dans l'économie, l'indice de résilience des filières doit être suivi de près afin d'assurer leur plein potentiel. Plus que jamais, la création de richesses viendra des exportations diversifiées, des chaînes d'approvisionnement qu'on aura réussi à dérisquer, et de la vélocité de nos investissements privés et publics, et de la préservation de nos filières stratégiques vulnérables au Québec. Autant les gouvernements, les entreprises, l'écosystème d'affaires devront contribuer à éliminer les freins à leur développement et assurer la réalisation des investissements requis à leur succès. Seule une approche concertée de tous ces intervenants-là va permettre une reprise économique et pérenne pour le Québec. Alors, tous ensemble, repensons nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente. Merci beaucoup de votre écoute aujourd'hui. Bien, merci beaucoup à nos 3 conférenciers et à Mme Camiri pour la présentation de ce matin. C'était très intéressant et on a hâte de pouvoir consulter votre étude détaillée. Dans les questions, je voyais que quelqu'un nous demandait quand elle pourrait être disponible. Il y a eu une réponse dans le chat qui disait que l'étude pourrait être disponible le 18 novembre lors de son lancement. On pourrait se coordonner avec l'équipe du réseau de la transformation métallique pour que les participants puissent y avoir accès à travers le CEB. Présentement, il n'y a pas de questions dans le chat, alors je vais conclure. Sinon, il vous reste peut-être 1 minute pour nous poser des questions dans le chat. Je prends justement 1 minute pour vous parler de nos 2 prochaines activités. Donc, le 26 novembre, le CEB va présenter une conférence sur le marché de la construction en collaboration avec le Conseil de l'industrie forestière. Donc, on ira aussi là, dans les tendances et perspectives pour ce marché-là. Et le 10 décembre, le CEB va recevoir pour une 3e année consécutive le président de la financière Sun Life, donc M. Robert Dumas, en compagnie de son économiste en chef pour la présentation des perspectives économiques 2021. Alors, 2 rendez-vous à ne pas rater qui sont dans la même lignée de pouvoir aider les entreprises à prendre des décisions dans un contexte de changement et de turbulence. Alors, dans le chat, je ne vois pas d'autres questions. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup à nos 3 conférenciers au réseau de la transformation métallique. C'est une première collaboration. On est bien contents malgré les petits inconvénients techniques ce matin. Sur ce, merci beaucoup encore et bonne journée. Bonne journée. Merci à tous.